Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la maladie d'Alzheimer. Je vais vous donner des conseils pour vous aider à prendre soin de votre santé, peut-être aussi la santé d'une autre personne. Souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas une évaluation ou des conseils d'un professionnel de la santé et les conseils que je vous donnerai devront être adaptés à vos capacités, à votre état de santé ou à l'état de santé d'une autre personne. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et Lève-toi et marche. Vous allez trouver ces livres-là en librairie ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. La question qui m'est souvent posée comme physiothérapeute, peut-on prévenir la maladie d'Alzheimer, par exemple lorsqu'on fait plus d'activité physique, lorsqu'on s'alimente de telle et telle façon? C'est une question qui intéresse plusieurs chercheurs aussi, qui intéresse les médecins. Il n'y a pas une réponse, on ne peut pas répondre oui ou non, et c'est réglé. Ça mérite quelques minutes d'informations que je vais vous transmettre. J'espère que ça va être utile pour vous, pour y voir plus clair. Alors, quand on parle de prévention, on parle de prévention au pluriel. Et là, je vous pose la question, et j'aimerais vraiment lire vos commentaires dans le fil de discussion. Quels sont les types de prévention selon vous? Et de se familiariser avec ces types de prévention, ça fait en sorte qu'on pourra prévenir, ou en tout cas choisir des activités, des habitudes de vie qui pourront nous permettre de prévenir certaines maladies. Je vous parle de la maladie d'Alzheimer, mais ma question, ou les réponses à ma question peuvent complètement s'adapter à toutes les maladies. Alors, j'ai voulu mettre prévention au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Alors, selon vous, quels sont les types de prévention? Il y a la prévention primaire. Alors, j'ai ajouté des petits signes de météo pour imager tout ça. Alors, la prévention primaire, là, on parle de la maladie d'Alzheimer, je n'ai pas de symptômes, je n'ai pas été diagnostiqué, j'ai mes fonctions cognitives, je suis en santé, pour le dire comme ça. J'ai peut-être d'autres problèmes de santé, mais je n'ai pas la maladie d'Alzheimer. Alors, si je pose des gestes pour prévenir la maladie, si mon médecin me propose un médicament pour prévenir l'hypertension ou pour contrôler ma tension artérielle, par exemple, c'est de la prévention primaire. C'est important de distinguer ça. Il y a d'autres types de prévention et elles sont aussi importantes. Et lorsqu'on parle de la maladie d'Alzheimer, il ne faut jamais les oublier. La prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est lorsque j'ai un problème de santé, en l'occurrence la maladie d'Alzheimer, un début, disons un stade, le premier stade, peut-être même à un stade préclinique. Et dans les prochaines années, on arrivera sûrement à dépister beaucoup plus rapidement la maladie. Alors, la prévention secondaire, c'est que je souhaite ralentir l'évolution de la maladie. Éventuellement, on ne peut pas le faire maintenant, mais inverser l'évolution de la maladie, on aura des stratégies thérapeutiques, donc, pour intervenir, mais chez une personne qui est atteint ou atteinte de la maladie. Et la prévention tertiaire, j'ai la maladie d'Alzheimer, j'ai des symptômes, par exemple, j'ai des incapacités, même physiques, peut-être je suis à un stade 3, et on veut limiter les conséquences de la maladie sur, par exemple, la qualité de vie de la personne. Alors, lorsqu'on pose la question, est-ce qu'on peut prévenir la maladie d'Alzheimer, c'est fondamental de penser aux différents types de prévention. Et je vous présente une façon de voir la prévention. Et comme ça, on n'oublie pas personne. On n'oublie pas les personnes qui sont atteintes. On pense à la prévention secondaire, par exemple. Et est-ce qu'on peut prévenir la maladie d'Alzheimer? Alors, les chercheurs se posent la question. Encore une fois, il y a plusieurs façons de voir ce type de... Ces différents types, oui, de prévention dans un contexte de maladie d'Alzheimer et les cas de la maladie qui sont héréditaires ne représentent que moins de 5% de tous les cas. Il y a des études aussi qui descendent, qui estiment ce pourcentage-là à 2%. Il y en a, donc c'est quand même très, très bas. Donc l'immense majorité des cas, ce ne sont pas des cas héréditaires. Il n'y a pas souvent donc pas de fatalité jusqu'à un certain point dans la maladie. Alors, lorsqu'on parle de prévention, il ne faut pas oublier ça non plus. Et lorsqu'on parle de prévention, on cible quoi? Alors, je vous ai fait ce petit tableau-là.
On veut prévenir quoi? Et quand je vous dis que les chercheurs se posent la question, ils se posent notamment ces questions-là. Et lorsqu'on lit des études, ben, on se rend compte qu'il y a des débats autour de ça. Alors, on peut prévenir les facteurs de risque de la maladie. Par exemple, je vous parlais de l'hypertension artérielle. On sait que c'est un facteur de risque. Le diabète, c'est un facteur de risque. Il y a plusieurs facteurs de risque de la maladie. Alors, on peut traiter, par exemple, l'hypertension artérielle pour prévenir la maladie d'Alzheimer. On s'intéresse aux facteurs de risque. Il y a les facteurs de protection. Si vous faites de l'activité physique 150 minutes par semaine d'intensité modérée, c'est un facteur de protection. Alors, si on veut prévenir, on veut peut-être s'intéresser aux facteurs de protection, d'encourager, de favoriser, par exemple, l'activité physique. Et quand je dis ça, c'est pas seulement de vous dire à vous et de parfois vous culpabiliser que vous n'en faites pas suffisamment d'activité physique. Parce que si vous n'en faites pas suffisamment, il y a peut-être des raisons pour ça. C'est peut-être juste, c'est pas seulement parce que vous avez décidé que vous n'en feriez pas. Oui, c'est complexe. Et notamment notre environnement. Est-ce qu'il y a des parcs près de chez vous? Est-ce que c'est accessible, cette activité physique? Est-ce que vous bénéficieriez, par exemple, d'être entouré de personnes qui font de l'activité physique? Alors, on peut mettre un environnement propice à l'activité physique. Alors, on ferait de la prévention ciblée sur les facteurs de protection à l'échelle populationnelle, mais on peut le faire pour soi-même. Vous, aujourd'hui, vous pourriez déjà décider, parmi les 3 items que vous voyez, vous voulez cibler des facteurs de risque parce que vous êtes limite d'avoir un diabète ou parce que vous voulez bouger un peu plus, par exemple. Et on a aussi la prévention, mais vraiment de la maladie. Est-ce qu'on peut vraiment prévenir la maladie directement? Est-ce qu'on peut prévenir aussi la maladie indirectement? Alors là, j'ai ajouté les flèches. On va, par exemple, s'attaquer aux facteurs de risque et aux facteurs, on va encourager les facteurs de protection. Alors, il y a des chercheurs qui nous disent qu'on n'a pas encore réussi à démontrer sur des études populationnelles, pas individuellement, pas sur des petits groupes, et il y a des études qui sont contradictoires. Alors, ce qu'on sait assez clairement, c'est qu'on peut intervenir sur les facteurs de risque. Ça, c'est certain qu'on peut prévenir, je répète les mêmes, l'hypertension, le diabète, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres, je vais vous les présenter. Et donc, ça, on le sait. Et quand on intervient sur ces facteurs de risque-là, ben, il y a d'autres avantages aussi pour la santé physique, pour la santé mentale. Alors, on ne peut que tirer des avantages de cette prévention. Et oui, on devrait beaucoup plus même prévenir les cas de démence et de maladie d'Alzheimer. 40% donc des cas de démence pourraient être évités en traitant des facteurs de risque cardiovasculaires reconnus comme l'hypertension, le diabète, j'ajoute le tabagisme et l'inactivité physique. Si on s'attaquait à ça, probablement qu'on réglerait nos systèmes de santé ici au Québec, en France et chez vous. C'est comment vos systèmes de santé? Est-ce que ça se porte bien? En Suisse, en Belgique, en Algérie, au Maroc, etc. Nous, c'est vraiment pas, ça fonctionne pas vraiment très bien, notre système de santé, et entre autres, en raison du poids, du fardeau des maladies chroniques qu'on ne traite pas en amont. On attend que les gens soient malades. C'est assez particulier, même éthiquement, on pourrait débattre longtemps. Et pour la maladie d'Alzheimer, on sait, il y a vraiment beaucoup d'études qui l'ont démontré, qu'on peut s'attaquer vraiment à la prévention, parce qu'il y a au moins 40% des cas de démence qui pourraient, oui, être évités. Vous voyez la référence au bas. Vous allez les voir dans tout ce que je vous présente, les références. Vous tapez les titres sur des moteurs de recherche, vous allez avoir accès aux articles. La plupart des articles que je vous propose, ce sont des articles qui sont gratuits. Et comment y arriver? Je vous propose un truc, ou c'est pas vraiment un acronyme, mais disons un acronyme, grâce au 2A, 3S. Retenez ces mots-là et dans votre vie, il y a probablement des éléments des 5 choses que je vais vous présenter qui vont faire en sorte de vous dire, ben oui, je pourrais peut-être changer un peu ça, je pourrais peut-être mettre l'accent sur ça. Et ça peut avoir des effets énormes sur la prévention du risque de maladie de l'Alzheimer et, souhaitons aussi, sur la maladie elle-même. L'alimentation. Et là, je vais vous présenter sur ma chaîne des vidéos qui vous détaillent tout ça. Je vais avoir des invités aussi qui ont une expertise en alimentation, notamment une nutritionniste. Mais l'alimentation, oui, ça a été bien démontré. L'activité physique,
Alors, il y a deux choses dans l'activité physique, donc c'est notre deuxième A. Il y a l'activité physique d'intensité modérée ou soutenue. Si vous allez marcher, si vous allez courir, nager, faire du ski, du vélo, etc., et vous avez chaud, vous respirez un peu plus vite, c'est probablement une intensité modérée ou soutenue. Il y a aussi l'aspect de l'inactivité physique. Il y a c'est-à-dire l'aspect plutôt qui s'ajoute à l'inactivité physique, la sédentarité. Ça, c'est le fait d'être toujours ou souvent en position assise. Est-ce que c'est votre cas? Alors ça aussi, c'est un facteur de risque. Il y a le fait d'être souvent en position assise et le fait de ne pas faire suffisamment d'activité physique d'intensité modérée ou soutenue. Alors c'est un item aussi, je vais y revenir, mais je voulais vous donner ces 5 éléments-là et ne serait-ce que ça, je pense que ça pourrait vous motiver aussi à diminuer votre propre risque ou contribuer peut-être à en parler à un proche. Le sommeil, c'est pas simple de mieux dormir, de bien dormir quand on a des troubles du sommeil, mais il y a des trucs vraiment pas si compliqués que ça. On n'en parle pas souvent. Souvent, on va vite à la proposition de prendre des médicaments pour mieux dormir, mais avant de prendre des médicaments, il y a plein de choses qu'on peut faire pour mieux dormir. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos, des conseils, des façons de respirer, des techniques aussi pour mieux s'endormir ou mieux se rendormir lorsqu'on se réveille, mais d'avoir un meilleur sommeil. Ça a un effet protecteur sur le cerveau. La socialisation. Quand on parle de santé, on parle beaucoup de médecins, d'infirmières, de médicaments, d'hospitalisation. Ça, c'est pas la santé, c'est pas la santé. En fait, c'est ce que je viens de nommer, ça s'intéresse beaucoup aux maladies. La socialisation, ça nous aide à prévenir plusieurs maladies, notamment plusieurs maladies liées au cerveau, les interactions qu'on a avec les autres. On l'a vu pendant la pandémie, pendant le confinement, d'être éloigné de nos proches, mais même d'inconnus. L'être humain est un être social et on a bien démontré qu'une moins bonne socialisation, une absence de socialisation, ça peut augmenter le risque de maladie du cerveau, pour le dire comme ça. La stimulation cognitive, qu'est-ce que la stimulation cognitive? Bien, le fait de faire des activités qui stimulent le cerveau. Et j'ai inscrit il faut vraiment toujours se rappeler que la stimulation cognitive, c'est pas seulement, par exemple, être assis à faire des mots croisés, à faire des jeux de table, à faire des jeux, par exemple, sur l'ordinateur. C'est intéressant de le faire. Il y a des études qui se sont penchées sur les bienfaits de certains jeux pour stimuler les fonctions cognitives. Mais il faut aussi bouger. Le cerveau, il y a du sang qui rentre dans le cerveau et qui sort du cerveau. Donc, pour stimuler cette capacité cognitive, on a besoin aussi d'un cerveau en santé, mais vraiment, oups, j'ai échappé une partie de mon cerveau, mais cette partie du cerveau est vascularisée. C'est vraiment comme un muscle, c'est comme un os. On a besoin de bouger. Alors, quand vous faites une activité physique, quand vous faites un jeu de balles, de ballon, ici au Québec, on joue beaucoup au hockey, bien, ça stimule les fonctions cognitives. Premièrement, parce que vous devez tenir le bâton, estimer la vitesse du ballon, de la rondelle, mais vous devez aussi respirer plus. Votre circulation sanguine s'active. Alors, la stimulation cognitive, c'est pas juste une question passive de faire fonctionner son cerveau, notamment en position assise. C'est plus complexe que ça. Je viens de vous en parler un petit peu. Il y a un tableau que je vais absolument vous montrer qui est tiré de l'étude que vous pouvez voir. Vous voyez le titre en bas. Regardez-la bien. Si vous écoutez la vidéo en rediffusion, vous pourrez reculer tout ça. Vous pouvez faire une capture d'écran. C'est une méta-analyse qui a été tirée à partir de 243 autres études. Et en tout cas, vous voyez le titre. Il y a deux chiffres, 243 et 153. Additionner tout ça, ça fait beaucoup d'études. Donc, c'est une méta-analyse. Ça a un niveau de robustesse très élevé. Et je vous explique, en gros, ce diagramme-là ou cette illustration-là. Et je vais vous placer ça un peu plus gros, si vous permettez. Alors, on perd la référence. Vous pourrez la retrouver en reculant un petit peu la vidéo en rediffusion. Mais vous voyez que on a en vert, c'est en anglais, c'est tiré vraiment de l'étude, il y a des facteurs protecteurs et il y a des facteurs de risque, en vert et en rose. Et vous voyez que selon notre âge ou selon notre âge, tout ça agit probablement différent. Je dis probablement parce que les chercheurs sont encore dans ce processus de réfléchir et de tester et d'étudier tout ça. Mais vous voyez, par exemple, que d'aller à l'école davantage entre 6 et 15 ans, bien, ça a un effet protecteur. Et vous voyez la dépression en haut à droite, il y a les troubles du sommeil, sleep disturbance et la dépression. Alors vous voyez qu'il y a un lien avec tout ça. On voyait le fait d'avoir fait des ACV, on voyait le fait de fumer aussi
Et selon l'âge que vous aviez ou qu'une personne a, ben, il y a un effet protecteur ou non. Alors, c'est vraiment très complexe, mais c'est intéressant de voir à quel point on est rendu loin dans cette réflexion sur la prévention des facteurs de risque, le fait d'encourager les facteurs protecteurs et aussi le fait de souhaiter prévenir la maladie, même d'un point de vue médical, d'un point de vue environnemental, qualité de l'air par exemple, et d'un point de vue aussi activité, nos habitudes de vie. Alors tout ça est en train d'évoluer vraiment assez rapidement, mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on peut faire des choses pour prendre soin de sa santé. Alors je vous ai donné ces 2A et ces 3S, peut-être en choisir un et peut-être même aujourd'hui commencer à prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé cognitive et j'aimerais tellement vous convaincre que de passer à l'action, ça vous permet aussi de découvrir ou de redécouvrir des petits plaisirs ou des grands plaisirs de la vie qu'on avait perdus, bien s'alimenter, d'aller marcher. C'est rare les gens qui vont prendre une marche et qui reviennent et qui se disent ouais, c'était vraiment pas agréable, c'était vraiment plate. Non, souvent ça fait du bien, donc de prendre soin de soi. C'est souvent un élément très motivant parce que quand on y a goûté, on veut continuer ces nouvelles habitudes de vie qu'on a prises ou qu'on souhaite prendre. Je vous remercie de votre présence, d'être là sur ma chaîne. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires, de répondre à vos questions. J'espère que les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. J'espère que la maladie d'Alzheimer sera quelque chose de peut-être un peu plus familier en quelque sorte pour laquelle on peut faire des choses nous-mêmes aussi, de consulter son médecin parfois plus tôt. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur les fonctions cognitives, sur les liens entre la santé physique et la santé mentale dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et dans mon livre aussi Lève-toi et marche, j'ai écrit d'autres livres. Vous le savez, vous allez les trouver facilement en librairie partout au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web gratuitement, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre, à des courriels thématiques. Tout ça est gratuit et je suis toujours aussi ravi de vous acheminer toutes ces informations-là. Et vous pouvez aussi contribuer à ma chaîne en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Vous pouvez le faire maintenant. Sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'espère de pouvoir vous revoir bientôt sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt.